Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouveaux rendez-vous de la géopolitique. Après un numéro consacré à la nature réelle de la puissance américaine en 2016, nous allons nous interroger aujourd'hui sur peut-on être moderne sans être occidental dans le monde de 2016? Pour répondre à cette question, nous allons interroger Fabrice Ravel. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Alors, la question ne va pas de soi, puisque pendant longtemps, les deux termes modernité et Occident ont semblé marcher ensemble du fait de la colonisation. Pourquoi cette dichotomie, pourquoi cet écart entre les deux termes aujourd'hui? Absolument, vous avez totalement raison. Pendant très longtemps, on a totalement confondu la perspective de modernité et d'occidentalisation de par l'emprise de l'Europe notamment sur le monde et notamment à travers le colonialisme. Aujourd'hui, il y a un rapport à l'Occident qui peut peut-être d'ailleurs être différent dans sa nature, mais il est totalement possible pour certains pays qui s'en réclament d'ailleurs de se moderniser sans pour autant épouser les valeurs occidentales ou les valeurs de la culture occidentale. Alors, à partir de quand ce mouvement est-il né? Est-ce qu'il y a ce mouvement de séparation, je veux dire, entre l'Occident et la modernité? Le mouvement de cette séparation, à mon sens, il intervient surtout après la fin de la Deuxième Guerre mondiale 1945, avec la décolonisation, justement, parce qu'auparavant, comme on aura peut-être l'occasion de l'expliquer avec le modèle japonais ou le modèle de l'Atatürk, on est plutôt dans une logique où, si on veut se moderniser, on s'occidentalise de fait ou obligatoirement. Donc c'est plutôt après la décolonisation qu'on commence à avoir une césure entre les deux termes. Mais le pays qui aurait été l'instigateur de ce mouvement serait le Japon avec l'ère Meiji. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le Japon du 19e siècle? Absolument. Alors, je crois que le Japon est intéressant à plus d'un titre. D'abord, c'est une société qui est assez mal connue par nos étudiants et en règle générale en Occident. Et il se trouve qu'en 1868, il y a eu une révolution culturelle ou sociétale qui a été imposée par l'empereur du Japon, qu'on a appelée l'ère Meiji. Donc on sortait globalement de ce qu'on pourrait qualifier d'un Moyen-Âge japonais, même s'il faut se méfier sur les termes, avec un système dans lequel il y avait des grands shogunats, shogun en japonais pouvant se traduire par autorité politique ou prince ou autorité religieuse. Et donc on était sur un système politique classique. Et suite à l'arrivée, dans un premier temps, de certains Occidentaux au Japon en 1851, notamment les Américains, les Japonais se sont mis à constater que finalement l'Occident était en train d'étaler son emprise et que donc paradoxalement, il convenait de faire une révolution sociétale si on voulait éviter que d'être soumis à l'emprise de l'Occident. Mais là où la réponse japonaise a été assez paradoxale et intéressante, c'est que les Japonais se sont occidentalisés pour mieux résister à l'Occident. Et donc, comme on va être amené à le voir certainement assez vite, notamment dans les sciences, ça c'est un fait, mais dans l'organisation de la société et dans l'organisation de l'armée, les Japonais ont récupéré énormément de paramètres. Oui, il y avait un slogan qui était populaire qui disait l'esprit japonais et la technique occidentale, et je crois qu'on y est, c'est-à-dire que on adopte la modernité pour mieux refuser l'Occident et la suprématie des valeurs occidentales et leur tendance à l'universalisme, hein. Donc c'est une voie qui a été choisie. Choisir la modernité pour paradoxalement maintenir ces valeurs, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont choisi d'autres voies, qui ont choisi la voie de l'occidentalisation? Alors, si vous me permettez, je vais m'arrêter un instant quand même sur le Japon Hmm. pour peut-être préciser aux étudiants deux ou trois exemples de la démarche, d'autant plus que les Japonais, quelque part, j'ose pas utiliser le terme de schizophrénique, mais ont été très très loin dans la démarche. Alors, on a l'impression que c'est presque une sorte de... Il y a un pays immergé et un pays immergent, avec une surface où on aurait donné une sorte de patine occidentale pour mieux garder la tradition. Si on regarde bien les événements, alors bon, d'abord les Japonais en termes d'institutions ont calqué leurs institutions avec un primat sur l'empereur, mais ils ont institué un parlement. Au niveau économique, non seulement ils ont cherché à adopter les sciences, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont envoyé des missions. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire que d'envoyer des missions diplomatiques à la fin du 19e siècle. Enfin, il y a certains gouvernants japonais qui ont quitté le Japon pendant 2 ans pour aller aux États-Unis, pour aller dans différents pays européens, et qui ensuite ont fait leur mémoire, et ils ont été professeurs à l'université ou professeurs, enfin, ou conseillers au gouvernement pour essayer de voir ce qu'on pouvait prendre dans les différents pays occidentaux. On a les aibatsu qui sont des exemples de conglomérats, c'est-à-dire de regroupement de grandes entreprises afin qu'elles soient plus compétitives. On a le fameux MITI qui va être mis en place où on cherche à concentrer à la fois l'économie, le politique et le militaire. Ça va aller tellement loin qu'au niveau militaire, justement, pour ce qui est de la marine, les Japonais vont copier la marine britannique.
Et les Anglais qui vont en être très heureux vont d'ailleurs les former à ça. Et quant à l'armée de terre, les Japonais vont s'inspirer de celle qui paraît être dominante après la victoire prussienne en 1870, c'est-à-dire l'armée allemande. Donc on voit bien qu'en plus, ils ne rechignent pas du tout à s'inspirer d'États qui, par ailleurs, peuvent s'opposer. Et il y a un événement qui est majeur, je crois, c'est la victoire du Japon contre la Russie en 1905, car ça a été perçu en Occident à l'époque comme un traumatisme, en ce sens que c'est la première fois qu'un peuple non occidental utilisait des techniques modernes pour vaincre les Occidentaux. Donc c'était vraiment un choc qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Et on peut dire que les Japonais ont été tellement loin que non seulement ils n'ont pas été colonisés, mais qu'eux-mêmes se sont mis à coloniser. Donc ils ont été jusqu'à dupliquer, on va dire, la tendance occidentale. Je crois que c'est un fait unique. Et on le voit dans un film, Les 55 jours de Pékin, qui est un film bien sûr hollywoodien, avec beaucoup d'excès, de lyrisme, mais où on voit que d'ailleurs, dans les troupes européennes et américaines, il y a aussi les troupes japonaises qui résistent face à l'insurrection chinoise parce que les Japonais ont des entités territoriales à défendre en Chine. Donc ils ont été très 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 loin. Et ça, je pense que c'est important à avoir à l'esprit. Après 1945, quand il a fallu reconstruire le pays, ils ont mis en place le toyotisme et ils sont repartis à zéro. Et puis aujourd'hui, pour en finir avec le Japon, on remarque qu'il y a une remontée du nationalisme où justement, là, on est en train d'un peu infléchir le discours en disant maintenant qu'on est moderne, on n'a plus du tout à être occidental ou être dans la repentance par rapport aux Occidentaux, par rapport à la guerre. Et là, pour vous rétrécir la parole, effectivement, il y a un deuxième pays, me semble-t-il, qui est important, avec une nuance, c'est la Turquie de Mustafa Kemal ou de l'Atatürk, ce qui peut expliquer d'ailleurs la politique d'Erdogan aujourd'hui en réaction. Alors, si on se plonge du côté de la Turquie, nous sommes en 1923, Atatürk allie ce mouvement d'occidentalisation et de modernité, c'est-à-dire qu'il emprunte une autre voie que celle japonaise. Il considère que pour se moderniser, il faut passer par l'occidentalisation, c'est-à-dire adopter les valeurs occidentales. Absolument. C'est-à-dire que là, en fait, la différence que vous soulignez est fondamentale. Car on voit bien que les Japonais le font pour mieux rester eux-mêmes, si on s'autorisait ce paradoxe linguistique, alors que pour Mustafa Kemal, il n'y a aucun doute, en réalité, il faut s'occidentaliser. Et il faut s'occidentaliser parce que l'Empire ottoman, qui est donc l'ancêtre ou le pays d'où la Turquie va renaître, a subi une défaite en 1918. On oublie trop souvent, quand on analyse la Turquie aujourd'hui, ses rapports à l'Allemagne ou ses rapports à l'Union européenne, dans l'hypothèse qu'elle rentre ou qu'elle ne rentre pas, que l'Empire ottoman était arrimé à l'Allemagne de par une alliance face aux Français notamment et aux Anglais en 14-18. Donc avec la défaite allemande et autrichienne de 1918, l'Empire ottoman s'est écroulé et Mustafa Kemal, qui était un jeune général, a tiré la conclusion du fait que l'Empire ottoman s'est écroulé parce que la société ottomane n'était plus capable, dans son organisation, finalement, que de pouvoir continuer à exister dans la géopolitique et les relations internationales. Ça me paraît important parce que, peut-être que j'y ai pas répondu tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on faut entendre par occidentalité ou modernisme ? En réalité, Mustafa Kemal, par exemple, remarquait que dans l'Occident du XIXe siècle, on avait totalement séparé le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est essentiel à entendre aujourd'hui en 2016. Et donc, il y avait à la fois un califat qui avait le pouvoir religieux, mais qui avait le pouvoir politique. Et là, pour Mustafa Kemal, c'est le signe d'une société qui ne s'est pas assez modernisée. On parlait souvent au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, de l'Empire ottoman qui a été jusqu'aux portes de Vienne, il faut rappeler quand même, qui, avant de s'occuper du Proche et Moyen-Orient, s'était occupé des Balkans, et qui, d'un point de vue géopolitique ou territorial, recule au fur et à mesure parce qu'il s'affaiblit. Et donc toute la réflexion de Mustafa Kemal, c'est de dire cet échec ne vient pas tellement de la valeur de l'armée ottomane ou de l'armée turque, elle vient du fait que nos sociétés n'ont pas évolué. Et donc pour les faire évoluer, il fait une révolution qu'on va appeler le kémalisme, on va appeler l'Atatürk, alors qui est traduit par le père de la Turquie moderne, mais c'est surtout qui veut dire en fait le père turc ou la Turquie père, c'est-à-dire on revient à la Turquie ancestrale. Et donc ça va aller assez loin parce que d'abord on est dans la laïcité totale. En 1930, on interdit totalement le port du voile à l'extérieur. Il faut quand même entendre ce qu'on est en train de dire. On change bien sûr l'organisation de la société, on met en place un parlement, mais surtout, c'est ça qui est le plus étonnant, je trouve, on donne le droit de vote aux femmes dès le début des années 30, et surtout, on change d'alphabet. C'est-à-dire que dans les années 30, Mustafa Kemal décide de passer un alphabet arabisant à un alphabet occidental. Et donc on imagine la stupeur de toute une population qui, du jour au lendemain, doit non seulement changer ses habitudes, changer son organisation, mais changer même ses références culturelles.
Et le paradoxe aussi, car là il y en a un autre, c'est que tout ça a été mis en place sous une forme coercitive. C'est-à-dire que Mustafa Kemal étant un militaire, pour lui, ça se discutait pas, ça devait s'imposer. Et ça va être primordial parce que après 45, si on repense au coup d'État des généraux turcs donc dans mi-juillet, je crois que c'était du 14 au 15 juillet 2016, l'armée turque a toujours une place très particulière en Turquie parce que c'est elle qui a initié le mouvement, donc elle paraît à la fois moderne, mais elle impose cette modernité occidentale en estompant la démocratie. C'est-à-dire que depuis 1945, paradoxalement, à chaque fois que les généraux turcs considèrent que la Turquie s'éloigne trop de ce schéma-là, ils font un coup d'État pour rétablir l'Occident. Mais dans le même temps, ça devient une dictature militaire et donc on s'efface de la démocratie. Alors qu'à chaque fois que la démocratie turque s'installe, finalement, on revient plutôt à un attachement qui est plus proche du Proche et du Moyen-Orient. À ce titre, il y a un événement qui a été peu souligné par la presse occidentale, me semble-t-il, c'est la célébration de l'anniversaire de la chute de Constantinople en 1453, où d'ailleurs Erdogan a mis en place une musique, enfin, il y avait 563 musiciens, c'était le 563e anniversaire. Et là, si vous me permettez une comparaison, on n'était pas du tout dans la pudeur ou dans l'angélisme des cérémonies de Verdun comme on l'a fait en France. Enfin, là, il y avait une démarche. On a reconstitué la bataille en 3D, on a montré l'importance de l'armée. Donc, et c'était avant les événements de juillet, en plus, en Turquie. Donc, on est paradoxalement sur un pays qui a beaucoup plus cherché à s'occidentaliser, mais qui aujourd'hui est en train de rejeter cette dimension occidentale, tout en prétendant être moderne d'ailleurs, pour dire clairement les choses. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a deux Turquies en fait, c'est ce qui ressort. Il y a une Turquie occidentale hein, qui, même par les guerres de conquête autrefois, et qui va dans le sens d'Atatürk, hein, l'État laïque, séparation de l'Église et de l'État, poids du militaire aussi qui devient le garant de la laïcité, la démocratie. Absolument. Et en même temps, cette tentation d'un retour ou d'un recentrement vers le Moyen-Proche-Orient qu'incarne Erdogan. Pendant longtemps, on n'a pas su comment juger Erdogan. Qui est-il? Est-ce que c'est le prolongateur finalement de Atatürk ou est-ce que c'est quelqu'un qui re-islamise la société turque? Est-ce que c'est quelqu'un qui regarde vers l'Est finalement? Mais, la question que vous posez là alors, est très très stratégique, d'une part parce qu'elle est centrale et d'autre part parce qu'elle nous détache du passé pour nous Mm. projeter dans l'avenir. Et donc c'est vrai qu'en plus, Erdogan est quelqu'un qui a une antériorité politique, il a été très longtemps Premier ministre avant d'être président de la République, et que jusqu'il y a 10 ans, euh, même si dans son fort intérieur on considérait qu'il y avait des choses à modifier, il n'y a pas un homme politique turc jusqu'à 10 ans qui osait remettre en cause le kémalisme quel qu'il soit. Enfin, je disais souvent cette boutade en cours avec les étudiants, on peut critiquer entre Turcs le kémalisme, mais on n'acceptera jamais que quelqu'un d'étranger à la Turquie critique le kémalisme. Enfin, il y a sa statue partout, son portrait partout. Donc ça a été progressif, mais on sent que depuis 2 ou 3 ans, effectivement, Erdogan ose plus ostensiblement franchir le pas, et il s'inscrit clairement dans une dimension. Son épouse volontairement s'affiche en partie voilée. Il y a d'ailleurs quelque chose qui était assez significatif. Quand il y a eu le printemps arabe, appelons-le comme ça puisque c'est le nom des médias occidentaux, en Tunisie, en 2011, on a beaucoup pensé que la Turquie, qui était l'un des rares exemples de république laïque au sein du monde musulman, allait être à la fois un exemple et puis un attrait pour certains pays qui se débarrassaient de dictateurs et qui cherchaient leur propre voie. Or, on se rend compte que c'est plutôt la Tunisie qui joue ce rôle-là aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, la Turquie est en train de revenir à une lecture plus classique, pour utiliser le terme le plus neutre possible, que d'ailleurs, ces échanges avec Israël se compliquent. Pendant très longtemps, l'armée israélienne et l'armée turque faisaient des manœuvres ensemble, ce qui était quand même un cas, alors là, c'était pas rare, c'était unique, puisqu'il y a beaucoup de pays arabes qui ont refusé de reconnaître l'État d'Israël. Or, il y a eu des événements en Méditerranée qui ont complexifié ces relations. Et puis, on voit aussi, dans ce rapport avec la Russie, avec Poutine, c'est l'exemple de l'avion qui a été abattu d'une part, et puis de la volonté, je pense, d'Erdogan que de reprojeter la Turquie sur le Proche et Moyen-Orient, clairement d'ailleurs sur le conflit irakien moins, mais syrien plus. Parce qu'il faut rappeler que les Turcs considèrent qu'ils ont une légitimité, une autorité naturelle dans la région, ce qui permet, quand on évoquera sur des prochaines séances le Proche et le Moyen-Orient, de comprendre qu'il ne faut effectivement pas mélanger le monde arabe et le monde turc, parce qu'ils ont beau tous les deux être musulmans,
les Turcs se perçoivent une autorité naturelle dans la région de par l'Empire ottoman. Donc, on a le sentiment qu'effectivement, Erdogan, de plus en plus, est en train de se détacher de la façade occidentale et de revenir sur sa façade orientale, avec une peut-être dernière précision. Il maintient la candidature de la Turquie au sein de l'Union européenne, mais on se demande si c'est plus parce qu'il veut effectivement y rentrer ou plus parce qu'il veut ensuite, en termes de marchandage, avoir des possibilités, des négociations. On a le sentiment quand même que c'est plus son obsession, comme ça a pu être le cas de la Turquie pendant 20 ans. Alors, pour résumer, on a abordé pour l'instant deux optiques. L'approche japonaise de l'ère Meiji qui était de se moderniser pour maintenir sa culture et ses valeurs japonaises. On a le pari qu'a effectué la Turquie qui a été de choisir l'occidentalisation pour se moderniser plus rapidement. Est-ce qu'on pourrait imaginer un autre scénario, c'est-à-dire à la fois un rejet de l'Occident et de la modernité, ce qui nous paraît plus difficile à concevoir pour nous? Mais ce scénario est en train de, à mon sens, c'est vrai vous avez raison, il est plus difficile à concevoir pour nous. Parce que, si vous me permettez, ce qui est assez intéressant à travers les termes, par exemple, de printemps arabe, c'est que la lecture qu'on a eue en Occident était très occidentale. Le terme même de printemps arabe, alors c'est doublement intéressant parce que le terme de printemps est doublement marqué de façon occidentale. D'abord parce que c'est M. Benoît Méchain qui, sur le tard de sa vie, s'est pris d'amour pour le Maghreb et parlait d'un printemps arabe espéré. Mais on voit bien que ce terme est inspiré du printemps des peuples européens en 1848 et qui sous-entendait que forcément on arriverait à la liberté. Là où c'est d'autant plus intéressant, c'est que ça laisse à penser que forcément quand un pays dans cette région se débarrasse d'un dictateur, forcément la réponse qui va être donnée, c'est qu'on va adopter le schéma occidental comme si la fin d'un dictateur amenait nécessairement la démocratie à l'occidental. Or, on peut imaginer que ces pays-là trouvent leur propre chemin et ne soient pas forcément obligés d'être dans la copie du monde occidental. Donc déjà, ce terme-là portait une certaine ambivalence. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, il y a plusieurs exemples. L'autre exemple qui me paraît fondamental, puisqu'on a évoqué le Japon et la Turquie, c'est l'Iran. Parce que là aussi, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le cheminement, notamment avec la famille Pahlavi et le Shah, consistait à s'occidentaliser et de la même manière qu'en Turquie, à totalement importer le mode de vie occidental et l'organisation occidentale. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que Mustafa Kemal faisait la démarche en 1920 ou 1923, comme vous l'avez souligné. Le Shah l'a fait en 1950 ou en 1960. Et ce n'est pas neutre parce que ça arrive 30 ou 40 ans plus tard, à un moment où déjà on est en pleine décolonisation et forcément l'image de l'Occident est plus la même dans le monde. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on se dit, tiens, est-ce qu'il est opportun, alors que la chronologie est plus la même, que de faire la même démarche? Ensuite, il y avait une deuxième différence majeure, c'est que cette démarche a été faite dans un pays qui avait été moins en contact de l'Occident quand même que l'Empire ottoman, qui était une plateforme stratégique toujours, on va dire, à mi-distance entre l'Occident et l'Orient, où on était sur la Perse ou sur l'Iran, qui était un monde qui s'est quand même plus confiné, et a fortiori dans un monde chiite. Pourquoi dire ça? Parce que ça sera peut-être aussi le sujet d'une autre séance, mais il y a des différences fondamentales en termes d'organisation entre sunnisme et chiisme, et notamment de par l'organisation du clergé et l'autorité du clergé. Et quand le Shah en Iran s'est mis dans l'idée que de nommer lui-même le clergé chiite et que d'avoir une autorité politique pour laïciser le pays, finalement on s'est rendu compte avec le recul que ça avait été le ferment majeur ou la cause majeure de la révolution islamique telle qu'on va la connaître dans la deuxième semaine de janvier 79. Donc là, il y a eu un rejet massif de tout ce qui était occidental, puisque bien sûr, on avait pris l'ambassade des États-Unis d'assaut, le drapeau américain était brûlé partout. D'ailleurs, tous les pays occidentaux, malgré le fait qu'on soit en guerre froide, se sont mis à soutenir le régime de Saddam Hussein ou les Irakiens, puisque c'était la guerre de 80-88 entre l'Irak et l'Iran. Et là, on avait beau être en guerre froide, tant les Russes que les Américains soutenaient les Irakiens parce qu'ils avaient peur de la révolution islamique. Mais maintenant, avec notamment, bon, c'est un symbole, le fait que l'Iran cherche à avoir l'arme nucléaire, justement, c'est là où votre question est très judicieuse. On voit bien qu'il y a la volonté de dire, nous, on suit notre propre chemin, qui est lié à notre histoire, à notre culture, à notre langue, à notre civilisation, mais ce n'est pas ça qui nous empêche, nous aussi, d'avoir accès aux technologies les plus avancées, comme notamment l'arme nucléaire. Je crois que souvent, cette démarche iranienne, on la voit sous un aspect des conflits dans la région, ce qui peut être légitime parce qu'ils sont nombreux, mais on oublie qu'il y a aussi une démarche
je ne qualifierais pas de marketing, mais de démonstration qui tend à montrer qu'on a totalement la culture et le niveau scientifique pour pouvoir être moderne sans être occidental. Finalement, on peut se poser la question de savoir si l'Occident ne reste pas un modèle depuis alors 150, 175 ans, mais si, alors qu'au départ c'était un modèle, même si on le subissait, qui était plutôt dans l'attraction, si aujourd'hui l'Occident n'est pas plutôt toujours un modèle ou un référent, mais un référent de rejet. C'est-à-dire en gros, on voit ce qu'on veut être à travers le fait que les Occidentaux ne représentent pas nos propres cultures. Donc toujours une référence, mais plus du tout la même perspective, et surtout en proclamant sa capacité à être moderne sans altérer sa propre culture d'origine, je crois. Alors, ce que je retiens, Fabrice, dans ce que vous nous avez dit, c'est qu'entre 1920, 1923 et 1979, le monde a changé, hein. La Seconde Guerre mondiale est passée par là, les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale, et la décolonisation est un mouvement qui s'est accéléré suite à la Seconde Guerre mondiale. On est déjà dans la configuration presque du monde actuel. Vous parliez des effigies brûlées, des drapeaux brûlés, c'est des choses qu'on a pu retrouver par exemple avec septembre 2001. C'est d'une certaine façon, peut-être qu'on pourrait se mettre d'accord là-dessus pour conclure, c'est la vocation, la prétention universelle de l'Occident qui est mise à mal, hein, par tous ces mouvements-là. C'est très juste. Et c'est assez intéressant parce que ça pourrait nous emmener très très loin, alors que c'est vrai que le temps qui nous est imparti s'écoule. Parce que quand on appréhende la culture occidentale, on a évoqué la séparation assez nette entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Mais dès l'origine, l'Occident est l'une des civilisations qui est le plus attachée à son souvenir antique. Et alors, c'est assez ambivalent comme attachement parce qu'on a l'impression que l'Occident à la fois est très attaché à une démarche de liberté et de démocratie, mais qu'ayant eu le sentiment qu'elle l'ait eu très très tôt, avec les Grecs ou les Romains, il y a une sorte d'impérialisme intellectuel qui ne donnerait pas son nom, d'impérialisme, j'appelle ça l'impérialisme politique, qui consiste à dire que pour les Occidentaux, malgré le fait qu'on puisse regretter un certain nombre de choses qui pourraient amener parfois à la repentance, on a le sentiment qu'une fois que ça a été dit, la seule solution pour différentes sociétés, c'est qu'en fait, on serait dans une logique un peu d'étapes, une lecture un peu matérialiste, ou voire marxiste, où forcément, nécessairement, à un moment, il y aura un certain nombre d'étapes qui seraient en place, et que forcément, toutes les cultures finiraient par adopter le modèle occidental. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, en Occident, on est un peu prisonnier de cette double lecture, qui a une conséquence importante. C'est que, et ça, je crois que c'est très opportun que de le souligner, parce que tous les deux, on avait déjà été en situation que de le souligner à 2 reprises, je crois, c'est que si on entend ce qu'on est en train de dire là, ben, il ne peut pas y avoir de mondialisation ou de système universel. Parce qu'il y a trop de chemins différents ou trop de richesses ou de cultures différentes qui, même à travers la modernité ou même à travers le XXIe siècle, peuvent s'exprimer selon des pratiques culturelles ou des organisations interétatiques différentes. Et donc, je crois que c'est ça qui depuis le 11 septembre 2001, est en train d'apparaître. Une lecture de société qui serait identique et qui partagerait les mêmes valeurs, c'est peut-être ça qui est en train de s'estomper. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en valeur tous les deux à travers cette thématique, le lien de la modernité et de l'occidentalité. Je crois que comme conclusion, c'est parfait puisque c'est une thématique qu'on abordera dès la prochaine séance. Vous l'aborderez avec notre invité. Je vous remercie Fabrice pour ces éclairages. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ces nouveaux rendez-vous de la géopolitique. Nous nous retrouvons pour une prochaine séance pour comprendre le monde arabe en 2016 avec Myriam Mehadji, intervenante à l'HEIP. Merci à toutes et à tous.